Vous pouvez revenir sur scène d'ailleurs, Yvan, et puis j'appelle aussi Julia Steinberger à remonter, de même que Gérard Boss. On va pouvoir s'installer et puis échanger et aussi entendre vos remarques et vos questions. Je crois qu'on a un micro qui va pouvoir se balader pour réagir aux trois présentations que vous avez vues, celle de Gérard, Julia et Yvan. Installez-vous seulement, vous choisissez votre siège. Assez futuriste. Très très bien. Bonsoir. Salut. Et je vois que j'ai même une chaise. Ah ben voilà. Waouh. Ça, c'était pas le cas les années précédentes, donc il y a quand même un upgrade et ça fait plaisir. Première question pour vous, Julia, si vous êtes d'accord, et vous avez le micro, je vois, c'est très bien. Vous nous avez présenté la démocratie comme étant le bon système. Donc je me disais, bon, bah, c'est bon, on est dans le bon pays, tout va bien, ça va bien se passer, etc. Et vous nous avez miné à la fin en nous plaçant ça comme ça en partant. D'ailleurs, sachez que le travail est très mal distribué en Suisse. Bonne soirée. Et donc là, j'ai compris que non, il y avait bien un problème. Et peut-être que le problème en Suisse se situait au niveau du travail et la manière dont on distribue cette force de travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là? Alors, la Suisse a beaucoup de points positifs. Un historique de la démocratie en est clairement un. Mais quand on parle de démocratie économique, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus au quotidien. C'est pas uniquement les assemblées citoyennes. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de chaque organisation qu'on a des processus démocratiques pour décider de la direction et qu'on ne se retrouve pas avec des Elon Musk ou des grosses fortunes, des gros profits qui décident de la suite des événements à notre place. Donc la Suisse n'est clairement pas dans ce cas de figure-là. Il y a des organisations qui le font, mais ce n'est pas généralisé. Par rapport à cette question du travail, la Suisse, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a l'habitude de faire les empreintes carbone et les empreintes énergétiques. Alors du coup, on a fait des empreintes travail. Et la Suisse est un des premiers pays au monde pour la quantité de travail que nous importons, en particulier des pays du Sud, et en particulier dans le secteur agricole. C'est-à-dire que selon nos estimations, chaque citoyen et citoyenne suisse ont environ, donc tout le monde, en moyenne, a environ 50 heures de travail de quelqu'un d'autre par semaine pour nous. Et ça, c'est une capacité de travail qu'ils n'ont pas pour eux, par exemple. Donc c'est clairement de l'extractivisme, c'est clairement de l'exploitation, et c'est quelque chose qu'il faudra songer à organiser autrement. C'est-à-dire? Consommer moins de choses qui demandent cette exploitation et produire ce dont nous avons besoin pour nous-mêmes. Parce que la façon dont le travail est organisé à l'international, en fait, c'est des suites de la colonisation et on impose des systèmes de sous-développement dans la plupart des pays dont nous prenons les matières premières, dont nous prenons par exemple le chocolat, par exemple le café, etc. Enfin, beaucoup de denrées agricoles font partie de cette exploitation et du coup ces pays-là sont coincés dans des systèmes économiques qui dépendent de cet extractivisme et dont la force de travail n'est plus là pour eux. Et ça peut notamment se jouer au niveau de l'entreprise. Et là, on est dans votre présentation, Gérard Boss. Alors, on a compris, laisser un siège à la nature, c'est symbolique. Mais qu'est-ce que vous avez vu, vous, de plus concret, de transformation, par exemple, d'un modèle d'affaires ou d'une manière d'appréhender le business dans une des grandes entreprises que vous avez côtoyées ou accompagnées? Qu'est-ce que vous avez vu de concret qui va dans ce sens-là et qui pourrait nous encourager sur la possibilité de le faire? Souvent, c'est une réalisation qu'au départ, oui, on a un impact sur la nature et on va faire énormément d'activités pour compenser justement soit ces émissions ou ces activités. À la place de se poser la question, mais finalement, le modèle d'affaires en lui-même, est-ce qu'il peut être challengé? Et c'est ça qui est devenu intéressant, c'est en laissant la place de partenariat avec des associations, avec des gens qui sont passionnés pour la nature, on se rend compte, ah mais oui, mais il y a des solutions fondées sur la nature qu'on n'utilise pas et que nous, en tant qu'entreprise, dans un certain domaine, et c'est vrai que c'est souvent dans les domaines d'entreprises extractives. Ce qui est très intéressant, c'est que historiquement, ce sont les miniers, les producteurs de pétrole, qui ont été les premiers sensibilisés à la problématique de la biodiversité parce qu'on ne leur donnait plus de permis pour exploiter. Donc d'une certaine manière, eux, ils ont dû intégrer cette information, et c'est pour ça que moi, dès 2000-2005, j'étais déjà dans la problématique biodiversité, parce que je travaillais pour un cimentier
où 3 de nos usines, construction d'usines, étaient bloquées par des ONG en disant ne touchez pas à cet endroit, il y a de la biodiversité. Et c'est là où on a commencé à discuter et à regarder mais quelles sont les choses que l'on peut faire. Et du coup, on a presque fait des compromis. C'est une question de compromis, souvent dans le temps, en disant laissez-nous extraire, mais on fera une renaturalisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Angleterre, par exemple, et même aux États-Unis, certains des parcs protégés aujourd'hui qui foisonnent énormément d'animaux et de plantes sont souvent des anciennes carrières, parce qu'elles ont été protégées de l'homme pendant une grande période après l'exploitation. Et d'ailleurs, il y a même des corridors biologiques qui existent en Europe, qui sont dus à toutes ces petites carrières de calcaire qui se sont connectés et qui maintenant forment ce qu'on appelle les environnements Natura 2000. Donc, penser à son modèle d'affaires et voir dans quelle mesure il peut s'orienter vers une action plus positive vers la nature. Yvan Richardet, vous nous avez fait une démonstration de la culture, là en l'occurrence l'humour, au service de la nature ou de la transition écologique, etc. Et ça, c'est ce que vous faites en fait au quotidien. On ne vous a pas présenté volontairement, mais en fait, vous êtes comédien improvisateur et vous travaillez beaucoup en lien avec la transition, la perception du public, etc. Vous en faites des spectacles, des interventions, etc. D'ailleurs, Julia Steinberger, vous l'avez dit en entrée, on a besoin aussi de la culture pour faire la transition. Mais sur l'humour, je sais qu'en général, le milieu de la transition, d'écologie, etc., n'a pas beaucoup d'humour sur cette question-là. Parce qu'en fait, c'est tellement important, c'est tellement central, c'est tellement pas drôle que pourquoi est-ce que vous en faites de l'humour? Donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Et qu'est-ce que vous avez eu comme réaction? Alors pas forcément du grand public, mais par exemple des chercheuses, des chercheurs, des militantes, des militants, des gens qui travaillent au quotidien pour l'écologie. Comment ils prennent, vous, que vous en fassiez des blagues? Alors merci, déjà bonsoir. Effectivement, moi c'est une grande question actuelle, c'est est-ce qu'on, vu que la nouvelle fait peur, c'est-à-dire quand on voit les graphiques que Julia montre et qui existent, et c'est genre la réalité sur la science, on a peur. Et on a aussi une espèce de culpabilité de se dire mince, je suis sur la mauvaise trajectoire. Et une réaction possible, c'est de se dire en fait, non, j'ai pas envie d'en entendre parler, le déni, ou alors je suis en colère parce que je suis pas dans le bon modèle. Et donc l'humour et l'art en général a un coup à jouer effectivement pour rendre ce discours audible. Et puis après, il y a toute cette mission aussi de dessiner des nouveaux récits ou rendre la chose comme acceptable ou palpable. Se dire comment est-ce qu'on bouge la fenêtre d'Overton pour tout d'un coup peindre une civilisation désirable, une société justement désirable de 2050 qui soit ni effondriste, ni on est aux chandelles et dans les hommes des cavernes, mais plus se dire non, en fait ça fonctionne et ça fait envie. Et puis après, petite anecdote, c'est qu'un humoriste connu, que vous connaissez probablement, m'avait demandé « Ah, mais toi qui connais un peu ce dialogue avec l'écologie, est-ce que tu serais d'accord de me coacher pour ça ?» On se boit un café, on cause pendant 1 heure d'écologie et d'angle humoristique, justement, pour arriver là-dessus. Et il me dit « Ouais, je vais y réfléchir. » Et le prochain spectacle qu'il a fait, ça parlait complètement d'autre chose. Dans le sens que... Ça parlait de quoi? Qu'on devine quel humoriste? Non, justement, parce qu'il est super, mais justement, je me suis dit, ouais, en fait, ça montre le danger... Enfin, c'est une piste dangereuse, et c'est une piste difficile en humour, parce que ça réveille justement... Moi, je vous voyais pendant la chose, je vois bien, bon, on est fatigué, mais on est aussi, oh là là, il nous rebalance ce genre de vérité, oh là là, c'est un peu fleur bleue, ou alors c'est sur des trucs où on n'y croit pas, c'est sensible. Et c'était intéressant que tu parles de Madame Butler, qui disait feel, make them feel. Donc c'est notre mission d'artiste de voir le truc, voir le possible, voir aussi l'impossible, et puis vous le faire sentir. Et des fois, on rate complètement aussi. Mais j'aimerais bien entendre, et après on va ouvrir aux questions du public, mais j'aimerais bien entendre Julia et Gérard sur l'humour.
Julia, peut-être. Alors je crois qu'on on a tous besoin. C'est une façon de réfléchir et d'appréhender les choses de manière différente, de se donner un petit peu de liberté pour concevoir les choses différemment. Donc je pense qu'aussi, par exemple, dans le domaine scientifique, quand on comprend pas quelque chose, on fait des gags avec, on joue avec. Donc pour moi, ça fait partie de l'intelligence. Ça fait Les partie chercheurs font des gags. Mais il faut venir chez nous. Hein. On n'est pas des gens très sérieux. Hein. Mais bon, mais donc ça, pour moi, ça fait partie de l'intelligence humaine, c'est d'avoir cet aspect justement de jouer avec différents aspects de la réalité pour ensuite se donner une bouffée d'air et puis pour essayer de comprendre vers où on va. Ensuite, la question de l'humour, c'est peut-être aussi des fois se donner de la distance. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, par exemple aux États-Unis, penser que les humoristes allaient nous débarrasser de Bush ou de Trump ou simplement parce qu'on se moque d'eux et puis qu'ils sont risibles, que c'est ça qui va les faire partir. Et je pense que l'humour, c'est très important pour nous donner justement une autre perspective, un petit peu de liberté, un petit peu d'imagination, mais que si on veut changer les choses dans le concret, le travail reste le même. Le travail, c'est un travail d'organisation, de collectif, de travail au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'humour, mais qu'il ne faut pas non plus qu'on en espère trop. Voilà, donc c'est très très bienvenu et c'est aussi, comme beaucoup d'autres choses, pas nécessairement ce qui va nous sauver totalement. Gérard Boss. Oui, moi je serais concentré sur l'art en particulier, donc c'est très intéressant. Ces 2 dernières années, j'ai beaucoup plus travaillé sur justement les limites planétaires et le bien commun. Et le bien commun, c'est assez compliqué finalement à expliquer et à faire en sorte que les gens s'y intéressent. Alors il y a les passionnés. Et tout d'un coup, lorsqu'on amène ça dans le artivism, dans l'art et la manière de ramener des activistes qui parlent de ça, avec de la musique, avec du théâtre et avec vraiment l'art visuel, bah, du coup, ça devient beaucoup plus parlant et on partage. Et c'est ça qui est fabuleux, je dirais, dans l'humour et dans l'art, c'est qu'on est beaucoup plus dans le partage. Et d'une certaine manière, nous, notre rôle, quand on travaille avec des entreprises, avec des chefs d'entreprise ou autres, bah, c'est souvent essayer de réconcilier un peu ce qu'ils ont dans leur vie personnelle, où ils sont engueulés par leurs enfants sur ce qu'ils font, et leur vie professionnelle. Et souvent on dit, mais vous avez 2 chapeaux, mais une seule tête. Donc comment on arrive à réconcilier les deux? Et j'ai trouvé que l'humour et l'art étaient des moyens justement de ramener les deux ensemble. On prend une première question ou une réaction à l'une des 3 présentations ou à ce qui vient d'être dit. Je vois qu'il y a... Personne n'a de micro encore. C'est juste... il y a alors, c'est tout en haut, désolé. Alors nous, on est éblouis, on ne vous voit pas. Mais... Si, je vois la main. Ah, d'accord. C'est bien. Ça fait du sport. Ouais. Exact. Comme ça, on commence par le plus difficile et on vous entend peut-être juste une phrase sur vous et la question ou la réaction. Une phrase sur moi. D'accord. Alors, votre prénom, ça fera une phrase. Viviane, je m'appelle Viviane. Ça fait 1 année que je vis à Gland. Et j'aime beaucoup la ville, voilà. Très sympa, très innovante. Et j'avais quelques questions par rapport à ce qui a été dit. Et notamment, je pensais quand Julia parlait de la pollution par les voitures. J'ai hésité beaucoup de fois à prendre le train pour aller à Genève, pour aller à Lausanne, mais c'est tellement cher. C'est juste tellement moins cher de prendre la voiture. Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens-là pour rendre les transports publics plus accessibles à tout le monde? Ça, c'était un point. Aussi... Il y en a 10, c'est ça? Pardon? Il y en a 10, c'est ça? Non, je ne veux pas beaucoup m'étendre. Il y a l'achat local aussi. Je me disais, c'est vraiment très bien dans la théorie et j'essaie de le pratiquer. J'adore les marchés à Gland et les artisans. Par contre, les prix sont souvent plus élevés et donc comment rendre les produits locaux aussi plus accessibles à tout le monde? Et voilà, ça c'était les 2 points principaux. Très bien. Finalement, c'est la même question, mais sur donc on peut sur 2 exemples différents. Julia, vu que la question vous est adressée. Alors, le problème, en fait, ça c'est nouveau cette question de la création de la dépendance automobile, c'est que les coûts de la voiture sont souvent invisibilisés, surtout si on a déjà acheté une voiture hein, ou quand on est dans cette question de possession de la voiture. La voiture, ça coûte très très cher. Ça coûte plus cher qu'un billet de transport collectif
Par exemple, je sais que la Labo Générale coûte cher, mais les transports collectifs en Suisse, on peut avoir des billets qui coûtent beaucoup moins cher, pour autant qu'on les utilise assez souvent. Mais la voiture, en fait, on voit moins le prix parce qu'on voit il y a le prix de la voiture par-ci, il y a l'assurance par-là, il y a l'essence par-ci, il y a le parking, etc. Et pour finir, ça coûte très très cher et ça coûte surtout cher à la collectivité. Ces coûts-là, on ne les voit pas, mais les coûts de maintenance de l'autoroute, les coûts de la santé des personnes qui sont impactées justement par la pollution atmosphérique, on a des dizaines de milliers de morts en Suisse par année à cause de cette pollution, on ne les voit pas, c'est pas comptabilisé là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte. Et l'économie de la voiture, c'est quelque chose où la voiture, en fait, elle prend des ressources à beaucoup de niveaux différents, y compris au niveau collectif de nos impôts, du maintien des routes, maintien des infrastructures, etc. Donc je pense que c'est vrai que la façon dont les coûts sont répertoriés dans l'économie, qui sont visibles pour vous en ce moment, ce n'est pas nécessairement ce qui correspond à la réalité. Ensuite, la question de rendre les transports en commun beaucoup plus abordables, je pense qu'elle est primordiale. Zoran Mamdani vient de gagner, être maire socialiste de New York, ouais. Je suis pas, oui, en effet, je suis un peu à gauche. Mais entre autres non, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. C'était quelqu'un qui était inconnu en janvier. Maintenant, c'est le maire d'une grande ville. Et une de ses plateformes, c'était de rendre les transports en commun gratuits. Et je pense que ça se justifie parce qu'on y gagne à travers tous ces autres coûts indirects. Une autre solution, ça pourrait être ce qu'a fait l'Autriche. Ils ont fait un super programme où je crois que c'était 2 € par jour ou 3 € par jour pour les transports en commun, mais pour toute l'année. Et ça, c'est quelque chose où les gens, ils ont tellement adoré ça que plus jamais on ne pourra revenir en arrière. C'est-à-dire qu'aucun gouvernement ne pourra le retirer à l'Autriche parce que pour les gens, c'est vraiment la liberté, c'est le coût d'un café par jour, donc on y va. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Ensuite, les coûts des denrées locales dans les marchés locaux. Moi, je fais partie des Jardins d'Union, par exemple. C'est vrai que ça coûte plus cher. Par contre, ce que je suis en train de payer, c'est que je suis en train de payer des agriculteurs locaux qui arrivent à tourner de manière décente. Donc, je suis en train de payer ma communauté. Et quand on essaye uniquement de gagner d'économiser sur certaines choses, ce qu'il faut aussi voir, c'est aussi le coût humain et le coût pour la communauté de pas être d'accord de payer un peu plus cher ces objets. Très bien, on va prendre une autre question ou une autre remarque dans la salle. Là-bas, comme ça. Je pense que c'est un jeu d'essayer de trouver le plus loin possible d'où elle est. Pendant que le micro oui. migre, c'est pour ça que j'ai utilisé cet exemple sur les achats, sur tous ces services invisibles de la nature pour lesquels on ne paie rien d'une certaine manière. Mais la révolution est en marche. C'est ça qui est intéressant, c'est que les pays essayent de réfléchir, et la Chine, il réfléchit vraiment très sérieusement, mais en Europe, les standards se mettent en place aussi, où justement on va essayer de mieux cerner ce genre de coûts pour les intégrer dans notre économie. Ça mettra énormément de temps à s'intégrer, mais on l'a fait pour le carbone. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire pour la nature. Et c'est là où, oui, il y a des éléments qui deviendront plus chers, mais parce qu'elles se justifient aussi par l'impact qu'elles ont sur notre planète. Et espérons que les produits durables seront vraiment les produits les moins chers. Ça serait ça la bonne mesure de l'économie dont on aurait besoin. Intéressant. On vous écoute. Ouais, alors bonsoir. Merci Yvan de nous avoir fait bien rigoler. Je m'appelle Thomas. J'ai une réflexion qui n'est pas tellement pragmatique, mais un peu plus, entre guillemets, philosophique, et sur laquelle j'aimerais bien avoir votre retour, ou en tout cas vos réflexions. J'ai eu un débat l'autre jour avec des amis à moi qui n'ont pas du tout les mêmes idées que moi et ne partagent pas la vision du monde. Voilà. Et puis, un pote à moi disait, ouais, mais dans certaines régions du monde, ils sont en forte croissance économique. En Suisse ou en Europe, on met des bâtons dans les roues en fait à l'innovation et à la croissance économique avec toutes ces normes environnementales, etc. Alors que les autres avancent, et ce qu'on fait finalement n'a pas vraiment d'impact. Et alors moi, je suis convaincu que c'est faux cette manière de penser, mais j'aimerais bien entendre votre réflexion là-dessus. Qui veut se lancer ?
Moi, Yvan. Ouais, je peux peut-être me lancer parce que j'avais aussi un débat avec un pote là-dessus. Le pote est économiste et il voyait mon combat, mes réflexions et il me disait mais en fait pour moi le combat écologique s'arrête très vite à un problème de gouvernance mondiale. C'est-à-dire tant qu'il y a une compétition entre les nations, on va arriver à rien. Et parce qu'il expliquait, mais en fait, si, il y a d'ailleurs cette réflexion sur la prochaine votation, la fuite des super riches ailleurs. Et je me dis, en fait, ce qui est débile, c'est qu'il y a une compétition entre les pays sur séduisez le plus de riches et tout, alors qu'on pourrait avoir tous et toutes les mêmes règles. Et je vous encourage à lire le bouquin Ministry for Future, le ministère du futur, qui justement part du principe, premier chapitre, je vous spoil, c'est ce que j'ai fait toute la soirée, je vous spoil, il y a une immense vague de chaleur en Inde, un grand problème vraiment qui résonne avec toute la communauté internationale, il y a vraiment des dizaines de milliers de morts, et le roman, qui est un roman d'anticipation, part du principe que, ok, il y a eu une prise de conscience collective, et on met en place un ministère du futur au niveau mondial. Là où j'en suis intellectuellement, je ne vois pas d'autres solutions. Et puis, c'est des fois ce qui me déprime de voir que l'ONU a relativement peu de poids par rapport à ça. Donc, ouais, je serais du côté de votre pote, un peu. Comment ça vous fait réagir, ça, soit Julia, soit Gérard? L'idée que le problème, c'est la compétition, alors jusqu'à la compétition internationale, mais on imagine du coup la compétition à toutes les échelles. Alors, le problème, il est global. Le problème, c'est qu'au niveau de l'écologie, on a traité le carbone en premier, le climat, parce que c'était une particule de l'air qu'on retrouve partout dans le monde. Et c'est une unité de mesure relativement facile. Le seul inconvénient, c'est que c'était le moins bon exemple pour prouver que l'action doit vraiment se faire localement. Et toutes les transformations dont j'ai parlé et dont Julia a parlé, ce sont des transformations locales. Il faut adapter ce qui se produit localement pour les marchés locaux. Ce n'est pas sortir de la production, de la compétition, mais c'est de dire subvenir à nos besoins avec ce qu'on a. C'est aussi la saisonnalité, c'est éviter d'aller chercher des produits en dehors d'une certaine saison ou autre. On était dans un monde globalisé et c'est fabuleux. On a eu la fameuse Covid en 2019-2020 et en un seul jour, ou moins de 3-4 jours, on n'a plus voyagé. Et pendant plus d'1 an et demi, 2 ans, des gens ne sont pas sortis de leur pays et on s'est rendu compte qu'on arrivait tout d'un coup à vivre totalement différent. Et rappelez-vous, la place que la nature a pris dans le réseau urbain. Tout d'un coup, on a entendu des animaux, on a vu des animaux qu'on ne voyait plus dans nos villes. Donc on est tout à fait capable de revenir et permettre à la nature de rentrer et casser un peu cette compétition internationale. Ministry of the Future, très bien, on a peut-être besoin de cette régulation au niveau global, mais il faut revenir aussi aux solutions locales. Et c'est pour ça que je suis super enthousiaste avec un forum Nouvelle Économie à Gland, avec une ville aux idées à Gland, parce que c'est là que ça va commencer, c'est là qu'est le terroir, c'est là que Toit Vert peut faire son produit pour ensuite végétaliser les toitures. On va encore pouvoir prendre 2 questions ou 2 remarques. Oui, on va vous amener... Ah bah joli, on est de nouveau exactement à l'opposé. Ok, allez-y alors. J'ai juste un point que je voulais dire parce que effectivement, je vais aller acheter mes fraises à la Linière. 9 francs la barquette, c'est cher. D'abord, ils sont délicieux, c'est sûr. Et puis, comme je compare à la Migros, qui est juste en dessous de chez moi, c'est vachement pratique. C'est 4 ou 3 francs, mais il vient d'Espagne, je suis moitié espagnole. Je sais les ravages de comment ils traitent les gens en Espagne pour ramasser ces fraises que je vais payer que 4 francs. Je me dis au moins, mes 9 francs, ils vont pour une ferme à côté, pour quelqu'un qui travaille à côté, qui a son job, et voilà. Donc, je voulais juste partager ça parce qu'on a la chance ici de pouvoir en profiter. Joli. J'aimerais quand même vous challenger du coup sur le pognon, vu qu'il y a beaucoup de questions qui viennent là-dessus et vous appeler à valoriser la nature. Sous-entendu, finalement, la réduire, entre guillemets, à de l'argent pour pouvoir prendre en compte cette externalité, la financiariser, pour pouvoir la calculer et dire oui, certes c'est 4 francs, mais il y a 5 francs de coût à la nature en plus, donc on est à 9, donc c'est le même prix ou plus cher que la Linière, etc.
Mais est-ce qu'en faisant ça, vous jouez pas aussi un certain jeu de tout vouloir réduire à l'économie, aux flux financiers, de tout vouloir financiariser et valoriser dans le sens financier? Je ne veux pas répondre à la place de Julia, parce qu'à mon avis, c'est aussi dans son vous projet. Allez répondre les deux, vous ne serez peut-être pas d'accord. Mais on a besoin d'une autre mesure aujourd'hui que le fameux PIB, parce qu'il mesure sur la croissance, et justement, il mesure que sur les flux financiers. Et le problème, c'est que c'est les stocks qu'on devrait mesurer. Alors moi, j'ai eu ce combat interne énorme avec l'UICN, à l'intérieur de l'UICN, puisque je représentais, entre guillemets, les entreprises à l'intérieur, et j'avais souvent ce discours d'un besoin de monétiser. Mais très rapidement, on a changé ce discours, et on a dit non, ce n'est pas de la monétisation, c'est de la valorisation. Et surtout, ce qu'il faut valoriser, c'est l'existant, le fait qu'il y a certaines espèces en voie de disparition. Aujourd'hui, on perd tous les jours des espèces, et du coup, on perd une connaissance, on perd des médicaments potentiels, des solutions au dérèglement climatique. Et ça a une valeur inestimable. Et ça sera un très grand nombre de zéros qu'il faudra mettre là. Donc, on ne sera jamais dans une situation où on va réduire la valeur de la nature. Au contraire, on va l'amplifier et finalement s'assurer que le capital naturel, aussi bien que le capital social, soit valorisé aussi, parce que le capital humain social est également dévalorisé. Julia. Alors, il y a beaucoup de pensées, mais peut-être que je vais revenir justement à cette question de la croissance et de la compétition, parce que je pense qu'elle est en lien avec celle-ci. Ce n'était pas tellement ma question, mais... Non, mais elle est en lien avec celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question aussi à qui sert la croissance. Et il y a certains pays qui ont besoin de croissance parce qu'il y a des pays qui sont en déficience moyenne, avec beaucoup de pauvreté. Il y a des pays qui sont en situation de croissance économique parce qu'ils ont aussi une croissance démographique que nous n'avons plus. On oublie souvent que nos périodes de grande croissance ont été des périodes de grande croissance démographique et que le PIB par habitant pendant ces périodes-là n'a pas beaucoup augmenté. Il faut aussi réfléchir à qui sert cette métrique et à qui sert ces processus. Et pour moi, la question, c'est donc d'abord le PIB étant une mauvaise métrique de bien-être, c'est une métrique d'activité économique. C'est aussi une métrique qui profite qui soutient une certaine inégalité de pouvoir et qui soutient l'accumulation. C'est-à-dire que depuis les travaux de Thomas Piketty, nous savons que nous vivons dans des économies à multiples vitesses où les salariés ont beaucoup moins de croissance économique que on va dire, les capitalistes. Ceux qui possèdent le capital sont ceux dont les revenus ne viennent pas des salaires mais viennent de la richesse. Et quand nous sommes en train d'essayer de réfléchir de cette manière à travers la monétisation, nous sommes en train souvent de jouer ce jeu de qui accumule quoi, de qui a les droits sur quoi. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'espèce humaine a eu une grande expérience et un grand historique de gérer les écosystèmes environnants, que notre intelligence de système complexe s'est forgée dans la compréhension de nos écosystèmes. Nous avons cette capacité de le faire, et je pense que c'est à ça qu'il faut revenir. Pour moi, il s'agit beaucoup moins d'une question de monétiser, mais d'une question de stopper les activités des plus puissants qui décident pour nous de détruire notre environnement et nos capacités d'avenir. Donc ça, c'est vraiment une question de capacité sociale à s'organiser plutôt qu'une représentation monétaire. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. On vous applaudit.